Bon alors malgré plein d'événements périphériques à ce Grand Prix d'Arabie Saoudite, on a fini par avoir une course et une bonne course, hein, soyons honnêtes. Mais on ne va pas douter du fait que cette course, ou plutôt son contexte, laisse à désirer. Et on en reparlera, hein, ça va mériter sa propre vidéo. 5 réactions sur le Grand Prix d'Arabie Saoudite 2022, c'est parti. Première réaction, on a eu le droit à presque un tout nouveau spectacle finalement qui pourrait faire un petit peu penser à du karting pendant ce Grand Prix de Jeddah. Max Verstappen et Charles Leclerc confirment sur un circuit bien différent de Bahreïn que se rapprocher et s'attaquer plusieurs fois, c'est possible et qu'il faut toujours être autant roublard, si ce n'est même peut-être un petit peu plus qu'avant. Alors tout ça c'est encore mieux car la Red Bull et la Ferrari ont des philosophies aérodynamiques différentes et des configurations différentes qui au final se matchent plutôt bien sur la piste. La Ferrari avait un petit peu plus d'appui, parfait pour le secteur 1 avec les virages rapides et tout, et la Red Bull une grosse vitesse de pointe, donc très bien pour le secteur 3 principalement et aussi un petit peu le secteur 2. Bon alors se rapprocher de Leclerc n'était pas simple, Verstappen a pris soin de ses pneus hard dans le début du deuxième relais pour justement se permettre d'attaquer un petit peu comme il le souhaitait un petit peu plus tard dans la course, et ça c'est sans compter justement la Virtual Safety Car qui a fait tomber en température les pneus hard. Du coup, fallait absolument bien gérer et bien les réchauffer ces pneus et les garder en bonne température pour la reprise de la course. Ça a été parfaitement exécuté pour Max Verstappen, là où Charles Leclerc a eu peut-être un petit peu plus de mal. Dans cette bataille, ce qui est très intéressant, c'est la manière en fait dont Verstappen a évolué, on va dire mentalement, pour prendre la victoire. Alors Leclerc est absolument parfait et hyper intelligent dans la lecture de ses adversaires, la manière dont il peut justement défendre et attaquer, et on l'a déjà vu à Bahreïn. Mais alors là où Verstappen a une approche, on va dire encore un petit peu à l'ancienne, en mode s'il y a une possibilité de dépasser, j'y vais puis on verra après dans la ligne droite suivante. Alors forcément, la première fois, Leclerc place son piège, parfait, Verstappen met les 2 pieds dedans directement, parfait, Leclerc repasse devant dans la ligne droite de départ arrivée. La deuxième fois, qui est le tour juste après, donc ça encore une fois c'est génial parce qu'on a 2 attaques consécutives, Verstappen comprend qu'il faut conclure le dépassement au virage 1 et non pas au virage 27. L'avantage du virage 1, c'est que derrière vous avez un enchaînement de virages rapides qui permettent de creuser un petit peu l'écart avant de se retrouver sous le coup du DRS de votre adversaire. Donc c'est là où c'est plus intéressant d'attaquer. Verstappen ralentit, Leclerc veut refaire le même gag, on bloque les roues, après vous monsieur, mais non je vous en prie. Leclerc finit par reprendre quand même l'avantage car mieux placé en entrée de virage, là où Max Verstappen attendait encore un petit peu à l'intérieur. Patinage, bisous, Leclerc est reparti. Bon, très bien, faut recharger un petit peu les batteries, etc. Et la troisième est la bonne pour Max Verstappen. Cette fois, en fait, Max se rapproche, mais ne se met pas à hauteur de Charles Leclerc, mais juste à l'intérieur, il se monte juste dans le rétro. Du coup, un petit peu plus compliqué pour Leclerc de savoir vraiment l'intention de Verstappen. Dépasse, dépasse pas. Verstappen chope le DRS, mais en plus, son positionnement à l'intérieur gêne finalement un petit peu Charles Leclerc qui ne sait toujours pas si oui ou non Max va plonger. Là, pour le coup, c'était très intelligent de la part de Verstappen. Je ne doute pas une seule seconde que Leclerc serait capable de faire exactement la même manœuvre d'ailleurs. Derrière, DRS, victoire, bisous. Alors, ce que cette bataille de roublard a mis quand même en lumière, c'est le problème d'avoir trop de DRS. On a 3 zones dont les 2 premières sont tellement puissantes pour vous rapprocher que ça vaut le coup de rester derrière pour la 3e zone qui arrive. Alors à Jeddah en particulier, la dernière zone DRS sur la ligne droite de départ arrivée est probablement de trop car elle rend le dépassement au virage 27 contre-productif. Si on enlève cette zone de DRS, à ce moment-là, le pilote qui va contre-attaquer doit avoir la meilleure sortie de virage possible et compter sur son moteur et son aspiration pour faire véritablement les freins finalement au premier virage. Un vrai gros dépassement comme on les aime quoi. Bon alors je suis pas contre le DRS, honnêtement je pense que avoir 1 ou 2 zones dans les lignes droites courtes, on va dire, permet aux poursuivants de se rapprocher et de compenser un petit peu finalement la perte de performance qu'on a dans les virages rapides. Mais les grosses zones sur les longues lignes droites vont être finalement contre-productives. Il faudrait donc qu'on ajuste un petit peu tout ça. Mais dans l'ensemble, un magnifique spectacle quand même. On voit un Verstappen hyper détendu et heureux. Bon alors normal, il a quand même gagné la course. Mais ça se voit qu'il a pris du plaisir. Visage un petit peu plus fermé chez Leclerc. Normal, il est 2e. Mais là aussi, on sent quand même que les pilotes ont pu vraiment faire la course et être à la limite comme ils aiment le faire, comme on le fait finalement en karting. On en reparlera évidemment dans une vidéo toute dédiée que je suis en train de vous préparer d'ailleurs. Bon alors Leclerc et Sainz P1, P2 au championnat, Ferrari prend déjà une belle avance, bref ça sent très bon et ça fait aussi du bien de revoir Ferrari devant, donc affaire à suivre. Deuxième réaction, une autre bataille qui visuellement nous a régalé, on va être honnête, mais qui moi personnellement m'a rendu absolument furax, c'est les 2 Alpines. Mais qu'est-ce qu'ils foutent sur une purée des stands? C'est un pot de fleurs, Otmar Szafnauer, le management là, c'est en train de dormir.
Alpine est payé au nombre de dépassements ou au point marqué finalement là? Alors Ocon qualifié P6, parti P5 avec Alonso P7, Russell entre les deux qui est tout seul, pas de Hamilton derrière. Devant, c'est les Ferrari et les Red Bull, donc pas la peine d'y penser. Donc l'équipe doit maximiser le résultat, P5, P6. Bon alors, Esteban se fait un petit peu avoir comme un bleu par George Russell qui freine juste ce qu'il faut pour avoir le DRS en sortie de dernier virage et qui plonge à l'intérieur, pendant que l'Alpine ouvre en grand pour croiser. Là, il fallait mettre un petit coup de frein supplémentaire, on va dire, pour Esteban Ocon pour reprendre le DRS comme on l'a vu avec Charles Leclerc et Max Verstappen. Du coup, c'est la sauce puisque Russell s'envole et Alonso est un petit peu plus rapide qu'Esteban. On n'a pas donné de consigne d'équipe, donc les deux se battent. Super pour notre spectacle, franchement très beau. Mais Russell se fait la malle. Et derrière, on a un Bottas et un Magnussen qui reviennent. Alors Ocon et Alonso vont perdre tellement de temps que Ocon va même se faire dépasser par Bottas. Je ne comprends pas ce que l'équipe a fait. Mais vraiment, c'est une énigme. Typiquement, ils ont deux voitures pour jouer contre Russell, qui avait peut-être un petit peu plus de rythme. Au lieu de lui mettre la pression stratégique, ils s'amusent ensemble. Alors en plus, pour lutter, ils ont le DRS, un coup je te passe, un coup c'est toi, et on se tire l'un et l'autre, on va dire, vers Russell, ou au moins pour se mettre en sécurité face à Bottas et Magnussen. Non, même pas. Bon alors vous allez me dire, Alonso qui abandonne, ça aurait pas changé grand chose, et finalement, heureusement que Bottas abandonne aussi, parce que ça donne la P6 à Ocon. Bon alors, super spectacle, mais l'approche stratégique, c'est absolument zéro. C'est nul de chez nul. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise quoi? Le point positif quand même qu'on va retenir, c'est que l'Alpine est loin d'être à la rue comme on pouvait un petit peu le craindre à Barcelone. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle et du coup ça rend d'autant plus frustrant le fait qu'ils se battent avec l'Alfa Romeo plutôt qu'avec George Russell on va dire, ou du moins qu'ils n'essaient pas de le faire. On peut croire en Alpine, mais là va falloir ajuster l'approche stratégique parce que c'est catastrophique. Troisième réaction, bon alors là on parlait de George Russell, mais il va falloir parler de Lewis Hamilton et même de Mercedes en règle générale. Alors Russell et ses qualifs course, je veux pas dire, mais il a absolument tout maximisé de ce qu'il pouvait faire, toujours du marsouinage sur la voiture, mais il arrive finalement à aller quand même chercher un petit peu la performance de la voiture. Chez Hamilton, ça a été la galère de ouf. Out en Q1, c'est très très rare, tellement rare que d'ailleurs chez Senna, ça a paniqué, on a cru qu'il allait même pas prendre le départ du Grand Prix, bref. Voir Hamilton et Mercedes démarrer avec les Williams, les Aston et les McLaren qui sont pas du tout au mieux de leur forme, ça fait un petit peu bizarre. Alors Mercedes en fait finalement a tenté un réglage avec Hamilton pour la qualification qui n'a absolument pas fonctionné, ce qui explique son élimination en Q1. Et ils ont tenté de changer certaines choses dans la mesure où c'est autorisé évidemment par le règlement. À noter aussi que l'aileron arrière hyper débraqué pour essayer d'avoir un petit peu plus de vitesse de pointe. Mais bon, là aussi, c'est pas encore ça, donc la course a été ce qu'elle a été. Alors quand même, évidemment, belle remontada de Lewis, parti P15, fini P10, intelligent un minimum dans ses dépassements. Pas simple de faire fonctionner les pneus durs en début de course, mais la stratégie décalée a quand même un minimum payé, malgré une safety car, on va dire, dans le premier tiers de la course. Alors il s'est fait un peu avoir par la virtual safety car et le fait qu'on ferme la ligne des stands, du coup, il n'a pas pu profiter de faire un arrêt qui coûtait, entre guillemets, un petit peu moins cher, pendant cette virtual safety car. Il s'est battu contre un Magnussen qui souffrait de la nuque et dont la vitesse de pointe du moteur Ferrari était absolument astronomique comparée à Mercedes. Il a même demandé, Lewis Hamilton, c'était un petit peu marrant, à son AG à la fin de la course si finalement il marquait des points avec cette place. George Russell, un petit peu comme Lando Norris à Bahreïn, emploie les mêmes termes, manque d'appui global, surtout sur les virages lents. Le moteur Mercedes, maintenant, là, à ce moment du championnat, on va dire, il n'est clairement pas aussi compétitif que ce à quoi on pouvait s'attendre. Il y a un vrai problème de performance et donc, faudra voir comment ils s'en sortent. Beaucoup de travail avant l'Australie. Alors justement, c'est dans ces moments durs qu'on va voir la grandeur, ou pas, vous me direz, on verra justement, d'un champion du monde, de la trempe de Lewis Hamilton, de trouver justement les solutions, de faire avancer son équipe dans la bonne direction. Pour l'instant, on voit un George Russell qui est bien dans ce rôle. Faut dire que le Boog, il a de l'entraînement avec ses années Williams, donc il est habitué. En revanche, c'est une phase un petit peu descendante pour Lewis Hamilton, donc on va voir comment il gère ça, et ça, du coup, ça va être vraiment super intéressant à voir. Quatrième réaction, bon alors des problèmes de fiabilité, on en a eu partout du coup, tout le monde a été touché, alors pas par les mêmes problèmes évidemment, mais j'ai l'impression que Jeddah a mis à mal ses nouveaux moteurs de Formule 1, enfin nouveaux dans une certaine mesure. Chez Honda, problème sur les deux AlphaTauri dans le week-end, Gasly a eu un problème de transmission en essai libre 3 si je dis pas de bêtises, Tsunoda n'a pas pu faire la qualif et au moment de partir se mettre en grille pour le Grand Prix, problème aussi, donc ça commence à faire un petit peu beaucoup pour l'écurie de Faenza. Red Bull, ça avait l'air d'aller.
Au moment où je tourne la vidéo, je ne sais pas encore la cause de l'abandon de Tsunoda, mais c'était sur un moteur tout neuf, donc deuxième power unit pour le japonais, tout comme Gasly. Je suppose que c'est plus un problème de montage, on va dire, sur le moteur, qu'ils ont remplacé, mais bon, bah du coup, ça coûte un petit peu cher en termes de résultats. Chez McLaren, pareil, on perd a priori la transmission pour Ricciardo, tandis que bah, on perd le moteur à cause de la surchauffe chez Alpine. D'ailleurs, en fin de course, on demande aussi à Russell, notamment dans le tour de décélération, de faire gaffe un petit peu à sa température d'eau sur le moteur, qui est un petit peu élevée. Donc ouais, Bottas aussi, avec un moteur Ferrari, qui commençait aussi à beaucoup surchauffer. On a dû abandonner pour préserver son moteur et éviter justement de le casser. Donc bon, bah voilà, ça commence à faire un petit peu de monde au tapis. Alors cette année marque le gel des moteurs, hein, je vous le rappelle, jusqu'à fin 2025. En attendant la nouvelle réglementation de ces moteurs, cette année marque aussi le passage à un carburant avec 10% d'éthanol. Là aussi, c'est un challenge, mine de rien, pour adapter le moteur à combustion interne. Donc bah, tous les motoristes ont pas mal bossé quand même sur ces moteurs. Alpine et Ferrari sont même repartis sur une nouvelle architecture. Donc bah, des abandons, on risque d'en avoir finalement un petit peu pendant ce début de saison. Puis alors, comme le disait très bien Laurent Rossi, hein, on préfère avoir un moteur performant qui casse plutôt que l'inverse. Donc si on gèle le développement du moteur pour la performance, on peut toujours le fiabiliser pour le moment. Bon alors probablement aussi que Jeddah a été assez rude sur ses moteurs, même en F2 d'ailleurs on a vu quelques problèmes mécaniques de ci, de là. Peut-être que le circuit où on est finalement beaucoup à pleine charge a joué pas mal sur ces nouveaux moteurs, donc bah, à voir le reste de la saison et les améliorations avant l'Australie dans 2 semaines. Australie qui devrait être aussi un petit peu vénère, quoi. 5e réaction, bon bah forcément obligé d'en parler, du malchanceux de ce Grand Prix, Sergio Pérez, tour absolument parfait en qualif, première pole de sa carrière, il était temps, parfait dans le premier relais et il se fait avoir par une safety car vraiment super malchanceux là pour le coup. Leclerc et Ferrari l'ont eu un petit peu à l'intox on va dire, aucune idée de savoir si Leclerc et Ferrari l'auraient passé au jeu des arrêts au stand sans la safety car. Ça aurait été vraiment super intéressant justement de voir un petit peu la dégradation des pneus, etc. en tour de sortie et tout. Du coup, bah, safety car qui joue en la faveur de Leclerc, Verstappen et Sainz, et Perez bah, perd absolument tout. Et derrière, pas le rythme pour remonter sur Sainz. J'avoue que c'est un petit peu bizarre, je m'attendais à ce que bah, il soit un petit peu mieux quand même. Peut-être qu'il n'a pas trouvé la performance bah, sur les pneus hard dans ce deuxième relais. Bon alors du coup, il faut en parler de cette fameuse ligne de safety car en sortie des stands. C'est clair comme de l'eau de roche que Sainz passe avant la ligne et qu'il doit se retrouver devant Sergio Pérez pour la relance. Du coup, après 6 tours sous safety car, rien, la direction de course demande à Pérez quand même, à la relance, de laisser passer Sainz, pas avant. Bon alors la conséquence de ça, c'est que à la relance, Sainz n'a pas pu attaquer Verstappen, qui lui avait un Sergio Pérez qui le protégeait pour attaquer Charles Leclerc. Je trouve que c'est quand même assez injuste, un manquement au règlement très clairement pour le coup, puisque bah, Pérez n'était pas à la bonne place à la relance, et qu'en 6 tours, sur un circuit qui est quand même assez long, il y a quand même bien assez de temps pour inverser les positions. Et puis bah, et si George Russell passe Carlos Sainz au restart, Checo il fait quoi? Est-ce qu'il laisse passer les 2 voitures? Qu'est-ce qu'on fait? Alors oui, sous safety car, on n'a pas le droit de dépasser, mais si la direction de course autorise un pilote à le faire, alors c'est possible et c'est marqué dans le règlement sportif à l'article 55.8. Du coup, ma question est la suivante. La VAR, là, leur virtual room à l'autre bout du monde, je sais pas quoi, pour aider le directeur de course. À quoi ça sert du coup? Ça sert vraiment absolument à rien, parce que bah ça aurait été parfait pour régler ce problème. Non, bah il s'est rien passé. Voilà. Alors il y a un vrai truc hein, qui va pas, qui met encore une fois en avant le manque de bon sens d'une direction de course. Les process n'ont toujours pas l'air de bien fonctionner, c'est vraiment dommage. Un point en revanche où je suis pas particulièrement fan, c'est la virtual safety car qu'on a eu avec des commissaires un peu partout sur la piste en sortie de dernier virage. Alors pour pousser hein, la McLaren et l'Alpine, les F1 passaient quand même assez vite à côté. Une safety car aurait été, je trouve, un petit peu plus appropriée, histoire de vraiment mettre tout le monde en sécurité. Alors oui, la procédure de la safety car est vraiment un peu trop lourde, on va dire, pour 2 voitures qui sont si proches de la pit lane. Je comprends tout à fait le choix de la virtual safety car, mais quand on a des commissaires sur la piste, je trouve ça pas assez, on va dire, surtout sur une partie du circuit où ils sont pleinement exposés finalement avec des voitures qui arrivent dans leur dos. Pour une voiture qui est, on va dire, dans une zone de dégagement, je dis pas, j'ai pas de problème avec ça, mais des commissaires en plein sur la piste, c'est non. Franchement, c'est non. Pas encore au point cette direction de course pour le coup, donc bon, on va les laisser prendre un petit peu mieux leur rôle, mais bon, ils sont censés savoir, quoi.
Bon allez, bonus, coup dur pour Théo Pourchaire ce week-end qui a vécu un week-end difficile en F2. On attend le rebond du pilote français à Imola. La direction de course d'ailleurs de la F2 a envoyé des messages contradictoires en course 1 sous safety car. Passé par la pit lane et finalement non, elle est fermée et Dennis Hauger s'est fait avoir et a perdu la tête de la course malgré 3 relances de la part de son équipe à la direction de course pour confirmer la procédure. Mais ce qui fait foi, ce sont les panneaux en bord de piste et ils étaient clairs et nets. Les autres ne se sont pas fait avoir. Dernière chose, jolie boîte quand même pour Mick Schumacher, 33G sur le crash, c'est pas rien. Le crash est vraiment impressionnant de l'extérieur, mais en caméra intérieure, on a un effet beaucoup moindre, on va dire. Il est sur ses 2 jambes, il était d'ailleurs prêt à prendre le départ, mais on a préféré conserver des pièces pour la prochaine course chez As que de reconstruire en hâte la voiture. Donc bon, ça va, mais impressionnant quand même. Voilà, c'est la fin de ce Fast 5, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me donner vos réactions dans les commentaires. On se retrouve dans 2 semaines pour le Fast 5 du Grand Prix d'Australie. En attendant, portez-vous bien. Ciao, ciao.